Eh bien le bonjour à vous qui regardez. Yurigan pour la nouvelle revue Slip Ventre Presse. Bon, maintenant vous savez, Ventre Presse, la même chose que la nrslip.info, mais en vachement mieux. Alors vous voyez, petit point, on est passé à 18 abonnés euh, pour 23 vidéos. Alors la dernière fois qu'on avait fait le point, on était vachement moins haut. Alors ça a explosé. Alors il y a des raisons assez simples, hein, c'est qu'on fait du racolage avec des vidéos short. Vous voyez, 8000 vues, 5000 vues, 1200 vues. Du coup, on a rapporté des abonnés. C'est une bonne stratégie, on va essayer de continuer. Bref. Et du coup, depuis, on racole. Alors, vous voyez, on a fait quoi comme vidéo? Et alors, je vous avais pas menti, je suis pas tout seul. Hein, j'ai un collègue, alors là, on voit sa tête. Euh, donc, lui, il a fait des vidéos sur Roussel. Il a fait un reportage sur Manifesta, il y en aura d'autres à venir. Et il a fait sa première chronique de l'année sur Poitiers à 30. Euh, Voilà, toujours la nouvelle Redu Slip. Euh, Bon, bah allez faire un tour, tout ça. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Très important. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? On va regarder ce truc-là, là, parce que tout simplement, Kurzgesagt, voilà, c'est imprononçable. Donc déjà, bizarre, quoi. Déjà, c'est imprononçable, donc ça pue. On n'est pas capable de dire le nom, c'est que ça sent quand même très mauvais. Et en fait, des fois, il y a des gens avec qui je discute, ils m'ont déjà envoyé des trucs de ces gens-là. Et puis ils disent ouais, c'est pas mal. Les écolos en général, ils aiment bien ce truc-là là. Ils sont là ouais, c'est cool, c'est intéressant, on apprend des choses. Bon, alors moi j'en ai déjà regardé quelques-unes et en fait je trouve ça con, mais con. Oh là là, c'est terrible. Donc on va essayer d'en parler. Voilà. Donc j'ai mis la vitesse 1.5 parce que sinon c'est chiant, on s'emmerde. Let's go. Notre maison brûle. Le changement climatique rapide déstabilise notre monde. Il semble que nos émissions ne diminueront pas assez vite pour éviter un réchauffement excessif et que nous pourrions bientôt atteindre des points de basculement qui entraîneront l'effondrement des écosystèmes et de notre civilisation. Alors là, ce qu'il dit, bah c'est vrai. Mais c'est pas il semble, c'est oui, on y va. Enfin, je veux dire, on n'est plus dans le conditionnel là aujourd'hui, hein. Alors que les scientifiques, les militants et la jeune génération appellent à l'action, il semble que la plupart des politiciens ne soient pas déterminés à agir réellement. Tandis Et là, c'est pareil. C'est pas il semble que les politiciens soient pas décidés à agir. Les politiciens, ils en ont rien à branler. Et ça, c'est pour une raison assez simple, c'est que aujourd'hui, les politiques qui gouvernent dans la plupart des économies capitalistes et des pays capitalistes de ce monde, ils servent les intérêts de la classe capitaliste et les intérêts de la classe bourgeoise. Ces gens-là, ils n'ont pas d'intérêt à la lutte contre le réchauffement climatique parce que le capitalisme, il voit son intérêt à échéance l'année prochaine, les 6 mois, les 3 mois, les 2 mois, demain. Et donc eux, leur but, c'est d'accumuler un maximum de profits, un maximum de bénéfices sur notre dos, sur le dos des gens et sur le dos de la planète finalement en fait. Si il faut vendre le dernier arbre de la Terre à quelqu'un pour gagner les derniers euros, il le fera, ils le feront. Ils en ont rien à branler de ça. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est leur profit. Et les gouvernants des pays capitalistes qui gouvernent pour la dictature de la classe bourgeoise, puisqu'aujourd'hui, si on reprend la sémantique marxienne, Marx il veut la dictature du prolétariat, donc c'est-à-dire des pays, des gouvernements au service des prolétaires, via des démocraties au service des prolétaires. Bah, aujourd'hui, on a une dictature de la bourgeoisie via des démocraties au service des bourgeois. Et il faudra me faire la démonstration que nos économies, nos politiques et nos lois ne servent pas les intérêts de la classe bourgeoise et des propriétaires des moyens de production. Donc, voilà. Alors ça, une fois qu'on a dit ça, en général, quand on a dit et donc voilà, c'est qu'on a gagné le débat. Donc voilà, je sais plus où j'en étais dans mon argumentation, mais en gros, les dirigeants ne semblent pas. Non, non, c'est les dirigeants ne font rien parce qu'ils en ont rien à foutre, parce que les intérêts qu'ils servent, les intérêts qu'ils défendent, les choses qu'ils défendent, c'est antinomique avec la préservation de la planète et des conditions compatibles avec la vie humaine sur cette planète. Ils en ont rien à taper. que l'industrie des combustibles fossiles continue de s'opposer au changement.
Apparemment, Alors, pas hop. déterminés à agir réellement. Les scientifiques, les militants et la jeune génération appellent à l'action, il semble que la plupart des politiciens ne soient pas déterminés à agir réellement, tandis que l'industrie des combustibles fossiles continue de s'opposer au changement. Apparemment, l'humanité ne parvient pas à surmonter sa cupidité et son obsession du profit à court terme pour se sauver elle-même. Pour beaucoup, l'avenir... Voilà, donc là, oui, la cupidité de l'humanité, de je sais pas quoi. Enfin, dis les termes, Kurzgesagt, là. Alors, attendez, j'essaie de le dire bien. Kurzgesagt. Ou Kurzgesagt. Bref, change de nom déjà. C'est pas la cupidité, l'avidité de mon cul sur la commode, c'est le capitalisme, c'est la classe capitaliste, c'est la classe bourgeoise. Pardon, c'est la classe bourgeoise dans le capitalisme, c'est le capitalisme qui fait ça. C'est pas, oui, l'avidité de l'humain, l'humanité, l'homme, la femme, les êtres humains, on n'a pas une essence comme ça qui nous pousse à être cupide de je sais pas quoi. Ferme-la. est donc sombre et sans espoir. Les jeunes se sentent particulièrement anxieux et déprimés. Au lieu d'envisager une vie regorgeant de chances à saisir, ils se demandent s'ils auront un avenir ou s'ils doivent mettre des enfants au monde. C'est une époque de malheur et de désespoir, et abandon. Bah oui, c'est vrai ça, les jeunes, ils sont conscients qu'on va droit dans le mur, ils voient que leurs dirigeants, ils en ont rien à taper, que les milliardaires de ce monde, ils préfèrent faire des tours en jet pour faire Londres, CF Bernard Arnault, et bah du coup, ils se disent, ouais, peut-être c'est pas un bon délire quand on est déjà 9 milliards de rajouter du monde sur cette planète de merde, avec ces gros tarés qui nous dirigent. Et toi, t'es là, c'est quoi? Ah bah on va essayer de leur redonner le moral pour qu'ils fassent des gosses, c'est ça ton projet, vas-y, montre-nous, on t'écoute. Semble être la seule chose sensée à faire. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas condamné. L'humanité n'est pas condamnée. Voilà, donc là c'est l'introduction, on va passer, hop. Malgré la gravité de la situation, on peut observer des tendances positives depuis des années. Et il y a enfin de bonnes nouvelles et une voie claire vers nos objectifs collectifs en matière de protection de l'environnement. Bienvenue. Hop, là il fait un appel à la participation de mon cul. Donc a priori, on est sur le coup du positif, hein. Alors attendez, vous allez voir, vous allez prendre une dose de positivisme. Bien, commençons par le plus effrayant. Annuler l'apocalypse. L'une des idées les plus répandues sur le changement climatique est qu'il s'agit d'une menace existentielle. La fin de la civilisation humaine et peut-être même la grande extinction. Et que c'est pratiquement inévitable aujourd'hui. Mais qu'en dit la science? En 2022, la température moyenne mondiale avait augmenté de 1,2 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors la fin du monde, je sais pas quoi, ça sera probablement la fin de la civilisation humaine telle qu'on la connaît. La fin de l'humanité, c'est pas garanti parce qu'on habite quand même quasiment toute la planète. Il y aura très certainement des poches des poches de population qui survivront. Et quand bien même l'humanité serait amenée à disparaître, il y aura forcément des êtres vivants qui survivront sur cette planète, d'une manière ou d'une autre, à moins qu'on arrive à faire disparaître toute l'atmosphère. Mais enfin bon, ça j'y crois pas trop quand même. Ou qu'on la fasse devenir une espèce de Vénus bizarre. Mais bon, je pense pas. Je pense pas. Moi, à mon avis, ça sera juste la fin de la civilisation telle qu'on la connaît. Après, on ne saura pas trop comment ça va se passer, mais il y aura forcément des gens qui vont ramasser sévère dans le processus. Ouais. Limiter le réchauffement à 1,5 degré était l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Mais il est peu probable que nous l'atteignions. Avec le réchauffement actuel, les régions chaudes seront plus chaudes, les endroits humides plus humides et le danger et la force des phénomènes météorologiques extrêmes augmentent de manière importante. Avec un réchauffement de plus de 2 degrés, ces phénomènes deviendront plus extrêmes. Alors là, vous voyez, à chaque fois, ils décrivent les trucs. Donc, objectif initial, c'était 1,5 parce qu'on savait qu'au-dessus de 1,5, c'était de la merde. Ensuite, là, il décrit pour 2 degrés, 3 degrés, etc. Et jusqu'ici, tout est sourcé. Vous allez voir, c'est assez bien fait. Les phénomènes météorologiques extrêmes seront plus fréquents et davantage d'écosystèmes seront soumis à des pressions importantes. Certains ne survivront pas. Voilà, certains écosystèmes, mais certaines personnes non plus, hein, vont pas survivre. C'est-à-dire que là, on parle de gens qui, à mon avis, par probablement au-dessus de 2 degrés, ça va se compter en centaines de millions, les gens qui vont mourir à cause de l'inaction du capitalisme. Encore une fois, hein, il faut le rappeler, le capitalisme tue. Le capitalisme tue. Alors moi, j'ai fait une vidéo un peu rigolote comme ça pour essayer de compter vite fait. Globalement, c'est 25 millions minimum de gens par an qui meurent à cause de l'inaction du capitalisme. Bien entendu, dans ce décompte, il y a des gens qui meurent et qui seraient morts ou qui continuera à mourir même si on fait des réformes structurelles assez fortes et structurantes assez fortes, mais à mon avis, on peut fortement diminuer ce nombre de morts dû à l'inaction du capitalisme par, à mon avis, peut-être un facteur 4, 5, ça c'est sorti, ça c'est hop, comme ça, doigt mouillé, hein. Mais quand bien même, en tout cas, aujourd'hui, notre société, elle tue des gens par millions chaque année et bah, ça va aller quand ça s'accélérera en fait, à cause de l'inaction du capitalisme des bourgeois. Voilà, dis les termes, Kurzgesagt, là, tu fais de la vulgarisation, t'es même pas capable de vulgariser ça, c'est catastrophique.
3 degrés, d'importantes régions, en particulier dans les pays en développement, pourraient ne plus pouvoir nourrir leur population. Les vagues de chaleur deviendront un problème majeur. D'importants systèmes... Alors, les pays en développement, en fait, on appelle ça aussi les pays soumis à l'impérialisme. Et quand on sait que l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme, bon ben voilà, c'est juste ça, quoi. naturels s'effondreront. L'ampleur et la fréquence des ouragans, des incendies et des sécheresses augmenteront encore et causeront des milliards de dollars de dégâts. Les régions pauvres et les agriculteurs de subsistance seront les plus durement touchés. Des centaines de millions de personnes devront quitter leur foyer. Entre 4 et 8 degrés, l'apocalypse commence. La Terre devient une serre et les choses changent si rapidement qu'elle risque de ne plus pouvoir supporter la population humaine trop nombreuse. Des milliards de personnes pourraient périr, laissant les autres sur une planète étrangère, hostile. Il y a 10 ans, par manque d'action et de perspective, de nombreux scientifiques ont supposé qu'un monde à plus de 4 degrés était inévitable, et une grande partie de la communication publique s'est concentrée là-dessus. Heureusement, il est bien moins probable que ce scénario devienne réalité. Voilà, alors là, ça c'était, vous avez vu en bas, il y avait écrit il y a 10 ans, les gens pensaient que 4 degrés ça allait être inévitable et les gens communiquaient là-dessus. Là, on va repasser dans le conditionnel et il nous dit ah, mais finalement, peut-être qu'en fait, c'est pas vrai, et là, il n'y a plus aucune source. Quasiment. Si les politiques climatiques actuelles stagnent, il est probable que le réchauffement atteigne 3 degrés d'ici 2100. Voilà, ça c'est le dernier truc sourcé. Voilà, j'avais anticipé le dernier truc sourcé. Ah, mais vous voyez pas. Bon, vous irez voir la vidéo parce qu'en bas, sous ma gueule, là, il y a les sources. J'aurais dû me mettre ailleurs. Bref. Ah ouais, du coup, tout ce que j'ai dit avant, bon, on s'en fout, on fera pas. Donc là, croyez-moi sur parole, bien sûr, j'ai un chapeau rouge. Donc là, c'est le dernier truc sourcé qui montre, c'est que en gros, si ça stagne, 3 degrés. Alors, il n'y a pas de raison que ça ne stagne plus, puisque on l'a vu par exemple Macron, qu'est-ce qu'il a annoncé? Que en matière de réchauffement climatique, c'est bon, on avait fait déjà suffisamment et que là, pendant 5 ans, il fallait faire une pause. Hein, donc si vous n'avez pas la ref, vous irez chercher. Faites vos propres recherches, mais ça, c'est quelque chose qu'il a dit. Effrayant, tragique et loin d'être acceptable. Mais c'est en fait une bonne nouvelle. Pourquoi? Au cours des 10 dernières années, nous avons assez Donc la bonne nouvelle, hein, c'est que s'il se passe rien, 3 degrés. progressé pour que la majorité des scientifiques pensent que l'apocalypse a probablement été évité. Bien que les risques restent élevés, nous Là, c'était pas sourcé, pas de source. C'est probablement les scientifiques, peut-être mon cul. Il y a, pas sourcé, je sais pas, il sort ça d'où pouvons affirmer avec une certaine assurance que l'humanité s'en sortira. La civilisation devra peut-être changer, mais elle perdurera. D'où la question suivante. Qu'est-ce qui a changé au cours des 10 dernières années et est-ce vraiment une bonne nouvelle? Le changement invisible. Vous connaissez probablement cette histoire. La dernière décennie a été un immense échec pour les politiques climatiques. Au lieu d'adopter des lois complètes et contraignantes qui réduiraient drastiquement les émissions, nous n'avons rien fait. Une décennie perdue où les résultats négatifs se sont succédés. C'est vrai et c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de gens abandonnent. Mais ce n'est pas tout. Malgré l'absence de politique climatique et les campagnes de désinformation menées par les industries des combustibles fossiles, de nombreux progrès ont été accomplis. Revenons 20 ans en arrière pour comprendre la situation. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que les gens, ils abandonnent. Pourquoi? Aussi parce qu'en fait, on leur donne des illusions là, avec ce genre de vidéos de merde et de gens qui appellent à oui, si collectivement, peut-être qu'on se met tous à manger des légumes, l'industrie elle va changer. Si on arrête d'acheter de la viande, l'industrie de la viande elle va arrêter de faire de la viande. Et si on arrête d'acheter des voitures au pétrole, et ben du coup tout le monde va faire des voitures électriques et on est sauvé. Et si gna gna gni et gna gna gna. Non, non. La source du problème du réchauffement climatique, c'est le capitalisme. Et le problème au réchauffement climatique ne peut pas être sa solution. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Entre 2000 et 2010, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 24%, soit 3 fois plus que lors de la décennie précédente. Les subventions accordées aux combustibles Voilà, donc là, vous avez vu, hein, c'est augmentation des gaz à effet de serre. Alors on va remettre le graphique. 90, 2000, 2010. Donc ça fait 35, 40, 55. 4%, soit 3 fois plus que lors de la décennie précédente. 45, pardon. Les subventions accordées aux combustibles fossiles pour promouvoir la croissance économique ont généré une consommation accrue. Pour les pays comme la Chine et l'Inde, le charbon était le combustible le moins cher, tandis que les pays riches n'ont guère montré d'intérêt à changer leurs habitudes. En 2010, beaucoup s'attendaient à ce que la tendance perdure. Au lieu de réduire l'utilisation des combustibles fossiles, leur consommation allait augmenter. La décennie suivante s'est pourtant révélée très différente. Tout d'abord, la combustion du charbon dans les pays émergents comme l'Inde a ralenti ou s'est stabilisée, tout comme en Chine. Et elle a chuté dans les pays riches comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Depuis 2015, les 3/4 des projets de centrales au charbon ont été annulés et 44 pays se sont engagés à ne plus en construire. Il y a 10 ans, cela aurait été un vœu pieux, mais aujourd'hui nous voyons que le charbon vit ses derniers jours. Il n'est tout simplement plus compétitif. Mais alors là, c'est pareil, c'est-à-dire vit ces derniers jours parce que ça commence à baisser, ça commence à stagner en Chine, en Inde, et ça commence à baisser dans les pays occidentaux. Oui, d'accord. Alors là, bon, peut-être que ça va continuer la descente, mais
Je veux dire, on a quand même des consommations qui restent très élevées, des niveaux de pollution qui restent très élevés. Et imaginons que vous remplaciez une centrale au charbon assez polluante par, j'en sais rien moi, une centrale au gaz également polluante. Si on en fait plus d'usage, ou c'est comme un moteur d'avion qui pollue moins. Si ton moteur d'avion il pollue moins, bah derrière il pollue moins de 30%, mais tu fais 30% de vol en plus, bah en fait ça change rien. Les technologies dont nous pensions qu'elles resteraient coûteuses sont rapidement arrivées à maturité. L'électricité renouvelable a connu des progrès fulgurants. En 10 ans, l'énergie éolienne est devenue 3 fois moins chère. L'électricité solaire est aujourd'hui 10 fois moins chère. Moins chère qu'une centrale au charbon ou électrique fonctionnant au combustible fossile, malgré les subventions et l'infrastructure mondiale qui soutiennent ces combustibles. On produit aujourd'hui 25 fois plus d'électricité solaire et près de 5 fois plus d'électricité éolienne qu'il y a 10 ans. Mais c'est loin d'être suffisant. L'un des principaux obstacles est la variabilité de la production d'électricité. Pour être fiables, les énergies renouvelables ont besoin d'une grande capacité de stockage, comme des batteries coûteuses. Étonnamment, le prix des batteries a baissé de 97%. Étonnamment. Alors déjà le choix des mots, étonnamment, bah non, c'est pas si étonnant que ça, bien sûr. Enfin, évidemment, quand tu as une technologie qui est peu utilisée, qui n'est pas subventionnée et qui fait face à une concurrence déloyale, les prix restent élevés, etc. Et malgré tout, bah, plus tu l'utilises, plus les prix baissent. Mais là, on voit bien que ça descend quasiment plus. Ton machin, il atteint ou il atteindra probablement un plateau. Et de toute façon, ça n'existe pas, les produits gratuits. Donc il y aura forcément euh, un tarif seuil, ça descendra pas à zéro. Il y aura un plateau. Donc oui, ok, c'est bien. Les batteries sont moins chères, les éoliennes c'est moins cher et les panneaux photovoltaïques c'est moins cher. Pour l'instant, tant que les ressources qui concernent ces produits-là sont largement disponibles et à bon prix. Mais on voit bien pourquoi on commence à utiliser moins le pétrole, aussi parce que c'est super cher et que des solutions alternatives sont moins chères. Mais il faut regarder l'espérance qu'on peut avoir sur le lithium, sur les minéraux, sur les minerais, pardon, les minerais rares, etc. Sur certains minerais qui sont assez critiques. Et donc ça c'est qui? C'est Aurélie Stéphan, je crois, ou je sais plus quelle meuf là. Elle parle de ça, je crois qu'elle est un peu controversée malgré tout, mais enfin bon, je sais pas, aller voir Jean Covici ou d'autres. Il me semble que Jean Covici parle un peu de ça aussi. Enfin, il y a un vrai sujet sur la disponibilité des minerais. Et quand on voit la quantité de terre qu'il faut retourner pour aller chercher du cuivre, pour aller chercher certains métaux, euh, bah, penser qu'on va pouvoir remplacer toute la production du charbon, du pétrole par des batteries et des éoliennes et des panneaux solaires, peut-être. Mais enfin, à mon avis, il vaut mieux juste qu'on s'attarde tous à moins consommer, quoi, et à réduire nos consommations de manière assez drastique, qu'on revoie notre manière de vivre, qu'on revoie notre manière de produire et de consommer. Et ça se passera par des choix structuraux de société de manière assez grosse et globale. Et si on n'abat pas le capitalisme, à mon avis, c'est foutu parce que lui, ces solutions-là, il en voudra pas, ou en tout cas pas à la vitesse nécessaire pour avoir des effets concrets, quoi. Parce que s'il est capable de te vendre des bagnoles électriques à la place des bagnoles au pétrole, bah, il le fera. Sauf que moi, de mon point de vue, ça me paraît totalement illusoire de penser qu'on est capable d'équiper le parc français, ça doit être quelque chose comme 20 ou 30 millions de voitures euh, en voiture électrique. Ça paraît complètement aberrant. C'est un système qu'il faut oublier, quoi. La voiture individuelle n'est pas une solution de transport à grande échelle. C'est pas possible. Bref, et bon, il y a plein de choses comme ça, quoi. Au cours des 30 dernières années, et de 60% au cours des 10 dernières années, ce qui profitera à toutes sortes de technologies vertes, comme les voitures électriques. Très bien, mais la dernière vidéo de Tout simplement sur le climat ne disait pas que même si l'éolien et le solaire sont bien sympas, ce qu'il nous faut, c'est une transition fondamentale de notre système industriel mondial? Oui, mais heureusement, le changement ne se limite pas au secteur de l'énergie. Dans l'ensemble de l'économie, on s'efforce d'améliorer les technologies actuelles pour réduire les émissions. Nous remplaçons rapidement les vieilles ampoules à incandescence par des LED 10 fois plus efficaces. En 2020, environ 7 voitures 9 sur 10 en Norvège étaient électriques ou hybrides. En 2021, c'était déjà 8 sur 10. Et la liste va du chauffage électrique à l'isolation, En Norvège, ils sont 12, hein. passant par les navires qui circulent à demi-vitesse pour économiser du carburant. Des scientifiques, des ingénieurs et des entrepreneurs Donc les navires, ils vont faire demi-vitesse, puis quart vitesse, puis huitième de vitesse pour économiser du carburant et continuer à transporter des produits dont on n'a pas besoin, de continuer à fabriquer à l'autre bout du monde des produits dont on n'a pas besoin, de les déménager à travers toute la planète pour assouvir les pulsions créées par la publicité. Enfin, je veux dire, là, vous voyez bien quand même que ces gens-là, ils remettent en question mon cul et ils se disent juste, oui, vous voyez, on va quand même dans la bonne direction sans le savoir et sans que personne fasse rien. Le jour où ça va s'y mettre, vous allez voir comment on va tout régler. Non.
Non, non, là on est juste avec ce genre de comportement, c'est faire du positivisme illusoire qui croit que le solutionnisme technologique est un avenir, a un avenir et va nous sauver. C'est des incantations comme ça qui pensent que tout est beau, quoi. Et que le capitalisme vert, ça va fonctionner. Non, ça va pas fonctionner. Alors vous me direz, ouais, mais Yorigan, t'as rien pour étayer tes arguments, t'es là, tu critiques tout, tu dis que c'est de la merde et que tant qu'on n'aura pas fait la révolution, qu'on n'aura pas abattu le capitalisme, et ben on va crever. Bah oui, je dis ça. Tente de résoudre des aspects du changement climatique. L'ingéniosité humaine est mise à contribution pour résoudre ce problème, et de plus en plus de personnes décident de faire de la prévention du changement climatique rapide une priorité. Des solutions pour produire du ciment, de l'électronique et de l'acier à faible teneur en carbone, et des innovations comme la viande artificielle et le captage de carbone se développent. Plus nous déployons ces technologies, plus les technologies nouvelles et améliorées seront bon marché. Plus elles seront bon marché, plus les gens les utiliseront, etc. L'impact est déjà perceptible. Mais non, mais etc. Oui, etc. jusqu'à un certain seuil. Il y a un seuil où ça va bloquer. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec les fringues. Je veux dire, un t-shirt, c'est quoi? C'est peut-être 1 à 3 euros. J'avais regardé sur les maillots de l'équipe de France. Je crois que c'est 3 euros pour produire les maillots de l'équipe de France de football. C'est vendu 99 euros. Donc déjà, ton histoire de c'est une boucle infinie, ça va baisser les prix, ça va baisser les prix, bah, jusqu'à un seuil que le capitaliste aura décidé de fixer. Et ensuite, de toute façon, il y a un seuil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah voilà, un t-shirt, un fringue, je ne sais pas combien ça coûte à produire, peut-être 1 euro 50 centimes, mais il y a un moment, on ne peut plus descendre plus bas. Parce que bah, même si tu fais travailler des enfants le moins cher possible, que tu les nourris pas et que tu les laisses crever au travail et que tu les remplaces par des neufs, comme aime à le faire le capitalisme sur certaines activités, sur certains secteurs, bah, il y a un moment donné où eh ben, même en faisant tout le minimum, le minimum, le minimum, le minimum, eh ben, il y a quand même un coût marginal que tu pourras pas réduire. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique, quoi. Et donc, ce truc de et etc., là, de sa boucle, de sa démonstration de merde, bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai que et etc. Non, jusqu'à un certain niveau. Et à ce niveau-là, on fait quoi? Et bah, probablement que c'est déjà pas suffisant. Et en plus de ça, quand on est arrivé au seuil de partout, ça présuppose que les ressources sur cette planète, elles sont illimitées. Or, c'est pas vrai. Et le recyclage, eh ben, tu as toujours une perte. Donc, si on ne remet pas en question fondamentalement notre système de production, ça ne fonctionnera pas. La production nationale de CO2 des pays riches diminue sans récession majeure. Depuis l'an 2000, l'UE dans son ensemble affiche une baisse de 21%, l'Italie 28%, le Royaume-Uni 35%, le Danemark 43%. Voilà, donc ça c'est formidable, vous voyez. Alors là, voilà. Alors ça c'est cherry picking de mon cul. Oui, regardez, ça baisse, blablabla. Puis en plus, ces pays-là, malgré tout, ils ont eu de la croissance. Ouais, ok. Bah, si on prend les chiffres dans le monde. Alors tout à l'heure, on avait quoi? On avait des histoires de 25, 40, machin, vous voyez. Bon, là, c'est même un peu en dessous de ce qu'il y avait tout à l'heure. Parce que c'est juste lié à la combustion d'énergie et procédés industriels. C'est peut-être pas tout à fait exactement les mêmes indicateurs, mais on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Dans l'autre, il devait y avoir des choses supplémentaires, je pense. Donc là, vous voyez, hop. Donc ça monte, 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 ça monte. Et là, il semblerait qu'on ait peut-être atteint un pic. Ça commence à ralentir. Là, ici, effectivement, là, il y avait une belle accélération des années 2000. Là, ça, c'est la crise, en gros, je crois. 2010. Non, 2010, c'est là. La crise, c'est par là, ouais. Bon. Ça, je sais pas trop à quoi c'est dû. Je sais si c'est peut-être... Bon, j'en sais rien si c'est la crise ou pas à ce moment-là, ce petit truc. Là, il doit y avoir le Covid ici. Voilà, donc là, on a peut-être atteint un plateau. Mais enfin, ce qu'on vise, c'est pas un plateau. Hein. Ce qu'on vise, c'est pas oui, c'est bien si on maintient. Enfin, ce qu'on vise, c'est que ça descende fort, fort, fort. Donc là, on est en retard. On est complètement en retard. Et ok, ça baisse dans les pays riches, enfin riches, dans les pays capitalistes qui dominent, dans les pays de l'impérialisme. Mais enfin, pour l'instant, ça stagne, quoi. À l'échelle du monde, ça stagne. La meilleure nouvelle est peut-être que les émissions ne sont plus forcément liées à la croissance économique. Bon, Par le ça, passé, il s'agissait d'une terrible vérité. Pour s'enrichir, il fallait émettre davantage. voilà, bon, ça, c'est full bullshit, donc ça, on va passer parce que ça m'énerve.
C'est un débile. Voilà, là, il monte des graphes de mon cul. Regardez en République tchèque, moins 10% de CO2 et plus 30% de PIB. Et là, en France, voilà. Et puis en Roumanie, c'est encore mieux. Et même aux États-Unis, regardez aux États-Unis, on peut pas le voir, alors En là, économie du voilà. monde, les États-Unis a réduit ses émissions de 4% tout en augmentant son PIB de 26%. Ouais. Youhou, trop bien. Oui, d'accord, trop bien. Alors juste un petit truc, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici. Merde, dommage. Donc ici, bon bah les empreintes, là c'est sur celui-là, là. Euh, Empreinte carbone moyenne en France, 10 tonnes de CO2 par personne par an. On vise 2 tonnes, d'accord? On vise 2 tonnes. Donc faut diviser par 5. Il faut diviser par 5, donc c'est-à-dire que là, on est là. En gros, on est à... Ouais, bon, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pour la France. Il y a des pays où ils sont déjà quasiment aux 2 tonnes, mais en gros, il faut diviser, à mon avis, au moins par 2 à l'échelle mondiale, quoi. Donc faut redescendre ici. Faut redescendre ici. Et encore, peut-être qu'il faut revenir aux trucs pré-industriels, peut-être à 10. Je sais plus exactement ce que dit le rapport du GIEC, mais enfin, à coup de 4%, c'est pas demain, quoi. Certains diront que c'est un tour de passe-passe. Les pays riches exportent leurs émissions vers les pays plus pauvres en délocalisant les activités polluantes de leur économie. Mais même en tenant compte de toutes les exportations, les chiffres restent positifs. Voilà, reste positif, ils vous les montreront pas. Moi, j'en avais vu passer, oui, c'est légèrement positif. J'ai pas réussi à retrouver. J'avais vu ça dans une autre vidéo, je crois, mais je sais plus laquelle. Ouais, un peu, mais vite fait, quoi, hein. C'est genre, si tu inclus les externalités, peut-être qu'on a baissé, mais t'es plus à moins 15%, quoi. T'es peut-être à moins 3, quoi. Il ne s'agit plus de choisir entre la prospérité et le climat, comme cela semblait être le cas il y a 10 ans. Si les pays riches investissent dans le domaine, les pays en développement en profiteront, car ils peuvent les adopter à moindre coût. Cela leur permet de sauter la majeure partie de la phase de fortes émissions. Alors là, c'est assez marrant, parce que c'est comme si c'était les pays qui décidaient dans une société capitaliste. Les pays, ils ont des influences plutôt à la marge, hein, aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a quelques directions qui sont données par le néolibéralisme pour réguler, pour pas que le capitalisme fasse n'importe quoi, et que les plus libertarés de ce monde détruisent trop vite l'économie et fassent rentrer le capitalisme dans des crises en boucle. Mais bon, c'est un peu... voilà, c'est pas les pays riches qui investissent dans les pays pauvres, quoi. C'est les capitalistes qui voient des opportunités pour se faire de la thune et c'est tout, quoi. Nous en sommes au point où ne pas décarboner est une mauvaise décision commerciale. Et nous n'avons même pas encore parlé de solutions telles que le captage du carbone. En 2000, cette technologie n'existait pas vraiment. En 2022, cette technologie existe et éliminer une tonne de CO2 de l'atmosphère coûte environ... Mais ça c'est peut-être vrai aujourd'hui. Mais imaginez demain, on arrête le pétrole, on arrête tous ces trucs-là. On se lance dans des trucs décarbonés ou quoi. Moi, je mets ma main à couper que si on ne sort pas du capitalisme, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si, parce que c'est la même logique en fait, si du coup, localement ou quoi, ça devient de nouveau rentable d'utiliser du pétrole, qu'on a trouvé comment aller récupérer du pétrole, je sais pas où, sous la banquise, sous je sais pas quoi, ou quoi, ou qu'est-ce, et ben t'inquiète pas qu'ils iront et qu'ils se remettront à cramer du pétrole. $100. Au fur et à mesure que les investissements affluent et que la technologie se développe, il est probable que ces coûts chutent au cours des prochaines décennies. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout va bien? Ne nous emballons pas. Tous ces processus sont formidables, mais pas assez rapides. Nous en faisons encore trop peu, et la technologie ne résoudra pas tout par magie. Nous devons utiliser... Nous, hein, c'est nous. Alors là, c'est pareil, c'est nous, ça inclut tout le monde. Ben non, mais enfin, je veux dire, le mec qui bosse à l'usine, l'infirmière, les boueurs, le gars qui est au chômage, au RSA, le gamin qui est dans les mines en Afrique, les enfants qui travaillent dans des usines de vêtements, les types qui bossent dans des industries textiles, j'en sais rien moi, au Bangladesh ou ailleurs. Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils en font trop peu pour le climat, ta gueule. Enfin, t'es teubé, mon gars. Vous êtes vraiment des abrutis de dire ça. Nous en faisons trop peu, non? Non, non. Quand tu regardes en France les émissions de CO2, les équivalents de consommation CO2 entre les riches et les pauvres, déjà on se rend compte que bah, les gens qui ont les revenus les plus faibles en France, ils sont plutôt à autour de 4 tonnes de CO2 par an. 4 tonnes équivalent CO2. Sachant que dans ces 4 tonnes, il y a genre 1,5 tonne, c'est la structure et la société, enfin, les trucs collectifs, quoi, c'est-à-dire les routes, etc. Quoi,
qui lui prennent déjà une tonne et quelques. Donc en fait, à lui tout seul, il est à 2 tonnes et demie, quoi. Donc, bah ta gueule. Tiens, regarde, on va te le mettre. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ah ouais, non, c'est pas ta gueule, c'est pas toi qui décide. Voilà, c'est pas toi qui décide. Bah oui, c'est pas les gens qui décident. C'est pas les gens qui décident de, euh, de si on arrête d'utiliser les avions, par exemple. C'est pas les gens qui décident de ça. Parce qu'il y a déjà des gens qui le prennent pas, l'avion. Moins de ressources et les utiliser plus longtemps, concevoir des biens de consommation réparables et durables et réduire nos besoins en énergie. Notre infrastructure, notre agriculture et nos villes doivent être améliorées. Le chemin est encore long, notamment pour faire appliquer les bonnes politiques. Mais pour la première fois, quelques tendances pointent dans la bonne direction. Si tout cela a été réalisé sans un soutien financier et politique approprié, et malgré le lobbying des combustibles fossiles, imaginez ce que l'humanité peut faire Voilà, lorsque ça le c'est ce que changement je disais. climatique recevra enfin l'attention Ça c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà. politique et le financement dont il a besoin. Est-il possible Bah oui, imaginez demain, si c'est des écolos partout, oh ça va être trop bien, hein. Bah alors nous on le voit, hein, à Poitiers, on a soi-disant des écolos à la mairie, il se passe rien. Et il y a plein de pays où les écolos, ils sont soi-disant, enfin les soi-disant écolos, ils sont au pouvoir. Est-ce qu'il s'y passe des choses un peu radicales et un peu fortes en matière de réchauffement climatique? Bah pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est des libéraux mentaux. Et que ce qui cause le problème, le capitalisme étant le problème, étant la source du problème, elle ne pourra pas régler le problème. C'est impossible. Reprendre espoir? La situation est toujours aussi grave et désastreuse. Alors, à quoi bon se concentrer sur ce côté de l'histoire? Le piège du désespoir. Le changement climatique peut sembler accablant et assombrir notre avenir. La tristesse et le désespoir que ressentent de nombreuses personnes sont réels et très destructeurs, car ils provoquent l'apathie. Une apathie qui ne sert que l'industrie des combustibles fossiles, qui continue de retarder le changement. Oui, bah vos vidéos à la con, elles servent à quoi? Elles servent à détourner l'énergie des gens pour que, au lieu que d'essayer de renverser le capitalisme et de réellement remettre en question les modes de production, bah, les gens ils vont se dire ah oui, on va voter écolo, euh, on va voter pour des verts un peu raisonnables, et donc ça va quoi? Ça va entretenir bah, le capitalisme, ça va entretenir les problèmes à l'infini, comme une boucle infinie. Et là, le capitalisme, en fait, il joue sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire qu'il a des gens qui vont jouer sur la peur de l'étranger avec le RN ou Reconquête, je parle pour la France, pour essayer d'aller se sauver via les réacs et les fachos. Et de l'autre côté, ils jouent la carte des verts libéraux à la Jadot pour dire oui, oui, votez pour ces gens-là, regardez, grâce à eux, vos préoccupations existentielles, elles vont être répondues, entendues. Et en fait, ça, par contre, bah, les capitalistes, derrière, ils s'en frottent les mains, ils en ont rien à taper, et ils préservent leur position dominante, et ils peuvent continuer à exploiter les gens en France et dans le monde, et laisser les gens crever de faim, et continuer à s'en mettre plein les poches. Et ce genre de vidéo, ça sert à ça. Ça sert à faire du lobbying pour cette solution de secours, cette voie de garage du capitalisme qui, bon, à mon avis, ils préféreront l'extrême droite aux écolos. Mais si en dernier recours, il faut l'extrême droite est cramée, Macron est cramé, ils préféreront mettre des Jadot mous et de droite que des gens un peu radicaux, style Mélenchon. Même si, bon, Mélenchon, c'est pas la panacée. Mais c'est déjà quelque chose dont le capitalisme a peur et dont les bourgeois ont peur. Et s'ils en ont peur, bon, c'est que peut-être il y a du mieux, quoi. Pour nous, en tout cas. D'une certaine manière, ils ont fait du désespoir une arme. Nous en sommes à la phase 4 du débat public sur les mesures à prendre rapidement. La phase 1 était « Le changement climatique n'est pas réel ». La phase 2 était « Le changement climatique est réel, mais n'est pas causé par l'homme ». La phase 3 était « Il peut être causé par l'homme, mais il n'est pas si grave ». La phase 4 est « Il ne peut plus être évité ». Nous sommes condamnés, quelles que soient nos actions. Si nous voulons que le monde change, nous devons d'abord croire que le changement est possible. Or, nous disposons de nombreuses preuves que c'est le cas. Les changements apportés à notre système industriel gagnent en importance. La technologie s'améliore, le climat est devenu une question clé de nombreuses élections libres. De plus en plus de jeunes gens accèdent à des postes influents. Voilà, élections libres, faut me dire où il y a des élections libres dans ce pays. C'est pas parce que tu vas. Enfin, je veux dire, si on prend rien que le cas de la France, on est martelé de sondages. Les principaux médias sont contrôlés par les capitalistes. Et quand on connaît l'influence qu'a les masses médias sur les décisions et sur les votes des gens, bah, je vois pas où on peut parler d'élections libres dans une dictature de la bourgeoisie. Je veux dire, on a des élections libres qui servent les intérêts de la classe bourgeoise, oui. Comme le jour où on aura une dictature du prolétariat, on aura des élections libres qui servent les intérêts des prolétaires. Mais bon, bref, parler d'élections libres. Accordent la priorité au climat et travaillent à de nouvelles solutions. En 2022, la plupart des gouvernements ne se contentent pas de reconnaître l'existence du changement climatique, mais Alors là, vous avez vu, hein. Ça va chuter sévère sa mère, hein.
Wait and see. leurs propres objectifs en matière d'émissions net zéro. Les résultats d'années de lutte acharnée sont désormais clairement visibles. La pression doit continuer à s'accroître pour que les promesses faites aujourd'hui soient réellement tenues. Le désespoir climatique équivaut à baisser les bras alors qu'il est encore possible d'éviter le pire et d'atténuer la plupart des effets néfastes, d'apporter des changements à temps pour mieux nous adapter et d'empêcher les plus pauvres de souffrir. C'est pourquoi le désespoir et l'apathie... Non mais c'est pas les pauvres de souffrir, hein, c'est les gens de mourir. Enfin, en fait, ces gens-là, ils disent pas les termes, quoi. C'est des gros mous de merde. Ah, ça saoule, hein. si dangereux. Si la dernière décennie a montré quelque chose, c'est que des progrès ont été accomplis, que des progrès sont en cours et que les scénarios catastrophes ne sont que des prédictions et pas notre destin. Si l'on considère les bases des politiques mondiales actuelles, nous vivrons dans un monde à 3 degrés supplémentaires. Nous devons maintenant prouver à nouveau que les prévisions sont fausses, malgré la gravité et l'urgence de la situation. Nous devons transformer ces 3 degrés en 2 degrés et voir quoi faire ensuite. Pour cela, nous avons besoin d'espoir. Et nous espérons vous en avoir donné aujourd'hui, au moins un peu. Mais le seul espoir, c'est de dégager les capitalistes, de les pendre. Éventuellement, s'ils veulent nous vendre la corde avec laquelle on les pendra, bah pourquoi pas. Bon, je dis les pendre, mais c'est symbolique, hein, c'est de la pendaison symbolique. Je veux dire, c'est juste les mettre hors d'état de nuire. On va les laisser vivre. On n'est pas des chiens, on n'est pas comme eux. Mais bon, moi, je suis un peu énervé. C'est vraiment des abrutis, ces gens-là. N'hésitez pas à ne pas aller regarder ce qu'ils font. Ou si jamais vous avez des amis qui les regardent un petit peu, bah essayez de discuter avec eux et de leur faire comprendre, de leur faire toucher du doigt à quel point, bah, déjà dedans ils disent pas les termes, ils donnent pas, ils parlent de nous, des États, de je sais pas quoi. Bah non, c'est les bourgeois et les capitalistes. Dans une société capitaliste, c'est les bourgeois et les capitalistes qui décident. Donc ouais, c'est vraiment pas terrible, hein. Je veux dire, bon, c'est du solutionnisme technologique BA à 2 francs. C'est assez pénible. Heureusement, ça bide un peu cette chaîne. Vous voyez, il y a 242 000 abonnés et ça fait 150 000 vues. Donc tant mieux. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comment on dit? Enfin, faites les trucs là, engagement de YouTube, de je sais pas quoi là. Et puis oui, ah oui, alors la prochaine fois.